Il y avait eu cette conversation qu'on avait eue avec Eric sur justement qu'est-ce qui se passe ou comment on vivrait le fait que potentiellement qu'on puisse peut-être ne pas devenir parent. Et c'est une question, voilà, ça a été vraiment une conversation en plusieurs jours. Super intéressant. Et lui, il était tellement clair là-dessus. C'était mais un couple qui s'aime sans enfant, c'est d'abord un couple qui s'aime. Bonjour Marie-Alice. Bonjour, merci de me recevoir. Ah mais je suis très très contente de vous avoir aujourd'hui parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai adoré votre livre, on va en parler tout à l'heure je pense. J'ai adoré aussi découvrir qui vous êtes notamment via LinkedIn et Instagram. Et je suis très curieuse du coup de voir ce qu'on va apprendre sur vous aujourd'hui. Ah mais moi je suis curieuse des questions. Alors la première question, elle n'est pas difficile. D'accord. C'est de vous présenter avec vos propres mots. Marie-Alix de Putter, je suis une humaine qui aime raconter des histoires et il se trouve que j'ai l'immense responsabilité de porter la cause de la santé mentale à travers la Blue Mind Foundation, une organisation qui déstigmatise la santé mentale pour toutes et pour tous et notamment pour les afrodescendants. Waouh, c'est tellement noble comme projet. Non mais c'est vrai parce que nous on est beaucoup sur le volet physique, donc santé plutôt physique, et on se rend compte que oui, j'ai l'impression qu'en 2024 on ne peut plus le dire, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui les personnes afrodescendantes ont un rapport avec la santé qui est compliqué, santé mentale compliquée. Toujours difficile, mais en fait, ce tabou, il est même aussi historique. Il est ancré dans la façon dont on a aussi même de se percevoir et de se reconnaître en tant que sujet finalement. Parce que quand on dit la santé mentale, c'est la santé et finalement cette santé, elle concerne tous les êtres humains. Mais quand on nous a finalement réussi d'une certaine façon à intégrer qu'il y avait une classification parmi les humains et que peut-être même qu'on n'était pas si humain que ça, il y a eu une déshumanisation pendant trop longtemps et c'est vrai qu'on n'en parle pas ou qu'on en parle peu, peut-être que on va peut-être avoir beaucoup plus de contenu là-dessus sur finalement les traumas intergénérationnels et de se dire que c'est vrai qu'on peut se dire aujourd'hui ah oui mais il y a un tabou important dans les communautés afrodescendantes, mais il faut aussi parcourir aussi l'histoire. Je ne dis pas que ça explique tout, mais ça explique quand même une bonne partie de ce refus finalement du soin. Finalement, je refuse de me soigner puisque je ne me sens pas concernée. Et puis d'une autre façon, on a aussi inversé finalement la charge de ce déni. C'est comme s'il y avait une forme de pas de supériorité dans l'acceptation de la douleur, mais presque. C'est-à-dire que nous sommes tellement forts que nous ne sommes pas concernés par ce qui peut être associé à de la faiblesse ou à de la vulnérabilité. Mais on peut en parler des heures et des heures. Non, mais je pense qu'en off, on va en parler parce que c'est un sujet qui, moi, me fascine et me passionne. Et vous avez dit un mot qui m'a, du coup, permis de faire un lien avec la question suivante, c'est vulnérabilité. Du coup, le livre que j'ai lu, donc Aime ma fille, aime, j'ai trouvé que vous aviez permis aux lecteurs et aux lectrices d'accéder à votre vulnérabilité. Et comme vous le dites, chez une femme noire, c'est très rare. On est souvent dans la résilience, dans le sois forte et tais-toi. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire avec cette vulnérabilité? Est-ce que derrière c'était de montrer que c'était possible d'être vulnérable pour guérir justement et faire son deuil? C'est intéressant de poser les choses comme ça. La réalité est que j'écris ce livre, vraiment je l'ai écrit pour ma fille. Je l'ai écrit pour Rachel. Alors j'aime pas dire ma fille, en plus c'est un possessif que je trouve absolument horrible. Mais je l'ai écrit pour Rachel. Et l'objectif pour moi c'était vraiment de lui raconter l'histoire. Et de lui raconter l'histoire le plus simplement possible et en lui disant qui je suis. Et puis faut quand même savoir que ça m'a coûté, c'est-à-dire que c'était pas simple pour moi de d'écrire ça. Donc évidemment il y avait des passages qui étaient
vraiment, il y a des passages qui sont vraiment douloureux par ce qu'il raconte et qui m'ont vraiment coûté émotionnellement. Mais il y a aussi, je pense, l'idée que l'écriture du livre, c'était une étape. Oui. La publication en était une autre. Donc il y a aussi ces deux temps. Il y a le moment où j'écris et où finalement, quand j'écris, aucun de mes proches ne lit mon livre. Je pense que mes parents ont lu mon livre 2 jours avant que je ne signe le contrat avec l'éditeur. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est une vérité que je transmets à Rachel et je me suis refusée une espèce de, comment je vais dire ça, de jugement ou de me dire, ah non, je vais pas dire ceci pour telle ou telle raison. Enfin, voilà. Donc, c'était vraiment important pour moi de lui transmettre cette histoire et de lui transmettre cette histoire avec mes mots sans avoir ni de retour, ni de, voilà. Donc, ça veut dire que, voilà, il y a ces 2 étapes et finalement, c'est aussi de se dire, c'est aussi un parcours. Oui. C'est-à-dire que la personne que je suis, quand je rencontre Éric de Putter, quand j'épouse Éric de Putter, quand je me retrouve, quand je perds Éric de Putter, quand je veux dire, j'ai été différentes personnes à différentes étapes. Oui. Et je pense que le cadeau, finalement, de l'acceptation de la vulnérabilité, c'était, je dis vraiment c'est un cadeau parce que on a très longtemps défini la puissance avec d'autres termes, avec d'autres images et de se dire que finalement de réussir à embrasser cette vulnérabilité, vous vous rendez pas compte, c'est un super pouvoir. Oui. En fait, c'est ça le super pouvoir. Exactement. En fait, vous renversez un peu et vous déconstruisez ce cliché aussi parce que c'est un gros cliché qui traîne depuis. Je trouve que c'est très pertinent ce que vous dites là. Alors moi, j'ai envie de faire un petit bond dans le temps. Donc, vous parlez un petit peu de votre enfance, de votre maman, qui a l'air extraordinaire. Honnêtement, je me suis dit, je comprends pourquoi on a une Marie-Alix aujourd'hui. Il y a une grande dame derrière. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu, déjà de votre maman et de votre rapport à votre maman aussi? Ah là là, mais c'est que personne ne m'a jamais posé cette question. Rien que pour ça, vraiment, c'est incroyable. Merci vraiment. Alors, j'ai une chance incroyable. C'est que je fais partie des rares personnes de ma génération. J'ai grandi au Cameroun. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi au Cameroun, dans différentes villes du Cameroun, donc à Douala, Yaoundé, à Kumba, qui a une place particulière dans mon cœur, à Garoua aussi. Donc pour les personnes qui ne savent pas, donc Douala, capitale économique, Yaoundé, capitale politique, Kumba qui est située dans une zone anglophone, et Garoua qui est au nord, avec une majorité de population plutôt sahélienne et musulmane. Donc une bonne diversité. Et en réalité, les personnes de ma génération ont très peu souvent entendu leurs parents leur dire leur amour. Et j'ai eu la chance incroyable d'avoir une maman qui m'a toujours dit qu'elle m'aime. Je n'ai jamais douté de l'amour de ma mère pour moi. Et je pense que il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer dans la confiance en soi, parce que c'est cette confiance, en fait, cet amour, finalement, c'est cet amour en fait qui nous permet derrière de générer cette confiance que nous pouvons en fait avoir en nous. Il y a beaucoup de personnes, j'ai écouté beaucoup d'interviews, j'ai lu beaucoup d'autobiographies, et finalement c'est un facteur. Vous allez remarquer que chez les personnes qui ont une forme, pas toutes, mais il y a beaucoup de personnes qui ont une forme de succès, qu'on va mettre souvent dans une catégorie plutôt positive, leur relation positive, à leur confiance en elles, qui n'est pas écrasante, qui n'est pas... Et souvent, il y a quelque chose dans la relation avec leurs parents, et notamment avec leur maman. Et j'ai mis du temps à mettre le doigt là-dessus, et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est le cadeau que personne ne peut m'enlever. Et pourtant, j'ai pas vécu toute ma vie avec ma mère ensuite. Donc j'ai grandi avec mon oncle et ma tante, et finalement qui ont été aussi des deuxièmes parents pour moi. Donc je vais dire que j'avais d'un côté j'avais la maman, j'ai envie de dire très douce, qui allait tout le temps me dire je t'aime, quoi qu'il se passe, je t'aime. C'est-à-dire que ça, rien ni personne ne pourra changer ça.
Et cet amour m'a porté, même quand je faisais des bêtises, je faisais avec ma mère elle-même. ça aide, ça aide, parce que vous savez que bon, ok, là, bon, peut-être qu'on va un peu me gronder, mais l'amour est là, et le lien est là, et cette assurance de cet amour, c'est vraiment, je pense que c'est le plus beau cadeau que des parents, notamment si on parle des mamans, qu'on peut faire à nos enfants. C'est ce témoignage d'amour, pas seulement dans les actes. Les actes comptent, mais les mots comptent aussi. Le fait de l'entendre, ça compte. Donc le je t'aime, très important. Et donc je dirais, donc ça c'est ma petite enfance, donc j'étais avec ma maman un peu comme son porte-monnaie. Donc elle m'amenait partout, on voyageait, et donc je pense que aussi cette liberté de pouvoir voilà faire des choses, c'est incroyable. Je pense que je tiens ça d'elle, de cette capacité de pouvoir bouger, de pouvoir s'adapter. Ensuite, j'ai été élevée par ma tante qui m'a aussi apporté autre chose, qui m'a apporté une structure. Vous voyez, par exemple, je vais dire, j'ai souvent cette phrase de vous voulez changer le monde, il faut commencer par faire son lit. C'est-à-dire que cette rigueur de pouvoir grandir avec une éducation qui permet d'avoir une forme de structure. Alors quand j'étais enfant, je ne vivais pas du tout comme ça. Soyons ok, entendons-nous bien, parce que donc je suis enfant unique, et donc j'ai grandi à un moment donné. Pour des raisons familiales, on a décidé de me confier à ma tante pour que je grandisse dans un environnement familial qui ressemble à ce que la société a érigé comme étant ce qui doit être la norme. Et donc je grandis avec mon oncle et ma tante et donc mes cousins, et je pense que ma deuxième maman, donc ma tante, m'a aussi apporté dans cette structure. Après, l'environnement était différent, il y avait des choses qui ont pu être très douloureuses. Mais je crois que c'était je pense que maintenant que je suis maman et que j'arrive aussi à un âge certain, je crois que parfois on fait ce qu'on peut. Alors bien sûr avec le recul, alors bien sûr à l'âge adulte, je dis souvent que ce qui est génial dans le rôle de parent, c'est que de toutes les façons on sait qu'on va se tromper, peu importe. C'est-à-dire que vous allez penser que ce que vous êtes en train de faire, vous attendez le meilleur, mais l'enfant à un moment donné va écrire un livre et va vous dire franchement, ma mère elle faisait ci, ou elle faisait ça, ou elle ne faisait pas assez ceci, ou elle faisait trop. Enfin, je veux dire, c'est une des responsabilités les plus ingrates parce qu'on sait que quoi que nous fassions, il y a une chose sur laquelle on va forcément se tromper. Et je pense que c'est aussi d'avoir cette bienveillance, de se dire, en fait, mes parents, ils m'ont apporté ce qu'ils pouvaient avec les personnes qu'ils étaient, en fait, qu'ils étaient à ce moment-là, et de me dire voilà, donc il y a ma maman, et ensuite il y a ma tante, et puis après je pense qu'il y a aussi mais je parle beaucoup de Maya Angelou, mais Maya Angelou c'est pas ma mère. J'aurais aimé j'envie Oprah Winfrey rien que pour ça, c'est-à-dire d'avoir eu la chance de l'avoir connue, de l'avoir eu pour mentor. Et en fait la vie de Maya Angelou que j'ai découvert à travers des livres, anecdote aussi. Donc, je découvre Maya Angelou sur un acte de désobéissance totale. Donc, on n'avait pas le droit, en fait, à la street food. Et j'adore la street food. Vous savez, les trucs qu'on achète dans la rue, là. Jusqu'à ce jour, c'est là que je suis vraiment, en fait, je me sens bien. Et donc, j'aime beaucoup les beignets. Et donc, je suis allée acheter des beignets et la dame avait emballé des beignets et dans un texte, donc à chaque fois c'était des livres, des choses qui traînent, donc je déchire des papiers et en fait je découvre, donc je finis de manger mes beignets évidemment, mais je lis, et je lisais beaucoup, et donc je lis et je découvre ce texte qui s'appelait Phenomenal Woman. Je me dis, c'est tellement beau. Et donc, je garde et je vais recopier parce que j'écrivais beaucoup, et donc je vais recopier dans mon cahier de poèmes. Mais à l'époque, je ne sais pas qui a écrit. Donc, j'ai juste le texte, mais je ne sais pas qui l'a écrit. Et c'est quelques années plus tard, au début d'Internet, je me rappelle, j'étais dans un cyber à Yaoundé. C'était vraiment les débuts d'Internet, franchement. Donc déjà, dès qu'on avait une adresse email, on frimait un petit peu. Et donc, je ne sais pas comment ça se fait, mais je tombe sur une vidéo d'une femme qui a une voix et une présence, et elle est en train de lire un texte.
Et en fait, j'écoute la dame et je me dis, mais c'est le texte qui m'a accompagnée là. Et je découvre, et donc je vois Dr. Maya Angelou, and I'm just, et donc quand j'ai eu son nom, donc j'ai cherché ses livres, et ses livres aussi m'ont accompagnée, son histoire m'a accompagnée, sa façon en fait de raconter son parcours. Donc je dirais voilà, donc il y a les mamans biologiques, il y a les mamans de cœur, et puis il y a aussi les mamans, je dirais spirituelles, les autrices, des personnes qui peuvent aussi nous accompagner sur nos chemins de vie. Et donc si je reviens pour compléter ma réponse sur cette relation avec ma maman. Donc, si je parle de ma maman, celle avec qui je passe du temps en ce moment en plus, qui m'a donné tout cet amour, qui m'a aussi donné cette liberté. Je me rappelle, j'arrive en France, j'ai 17 ans, je viens d'avoir mon bac, tout ça. Et donc, il y a une opportunité familiale de pouvoir avoir un studio. Et je me rappelle, je me propose, et mes cousines se disent, mais non, mais jamais, enfin genre... En plus, elles me disent, bon, de toutes les façons, on va demander à ta mère. Donc, ok, donc elles prennent le téléphone, elles appellent, elles mettent le haut-parleur. Elles sont tellement sûres d'elles, elles mettent le haut-parleur et oui, bonjour tata, ma maman s'appelle Louise, donc oui, bonjour tata Louise et tout ça, donc il y a ce studio et puis Marie-Alix propose de pouvoir prendre, mais tu penses, et puis maman dit ah oui, et maman leur dit ah oui, s'il y a bien une personne en qui j'ai totalement confiance, Marie-Alix, elle peut gérer. J'ai 17 ans quand je commence à vivre seule. Et c'est parce que ma maman a cette confiance de dire, mais oui, bien sûr. Oui. Et je me rappelle mes cousines avec leur haut-parleur. Donc, là, tout d'un coup, elles se disent, voilà. Donc, dernier exemple de ces cadeaux, parce que j'espère que ça va inspirer d'autres mamans à laisser, à faire confiance. Oui. Comment je découvre le Togo? On en parlait tout à l'heure avant l'interview. Comment je découvre le Togo? Par un enchevêtrement de choses. J'ai une proposition de stage. Je découvre que voilà, c'est au Togo. Enfin, et c'est même pas à Lomé. C'est dans un village qui se trouve à 2-3 heures de Lomé. Et c'était pour faire de la prévention sur le VIH/SIDA et tout ça. Et en fait. Je dis à ma mère, voilà, donc je suis en master. Est-ce que c'est master 1 ou master 2? Je sais plus. Je pense que ça doit être master 1. Oui. Ça, c'est quand on a trop de diplômes. On ne sait plus situer. Est-ce que c'était le premier master, le deuxième, le troisième? Enfin, donc, non, je pense que ça devait être le master si c'était le master 2, mon premier master 2 en sciences politiques. Wow. J'ai écrit mon mémoire sur le sida dans les forces armées. Et donc, effectivement, c'était le premier master 2. Et donc, je lui dis, voilà, j'ai cette opportunité, je vais aller au Togo. Oui. Et elle me dit, ok, super. Bon, alors, dans ma famille, tu as fini déjà avec le Cameroun. Vous savez que vous connaissez les Camerounais. Donc, vraiment, avant nous, c'est nous. Après nous, c'est toujours nous. Donc, et donc là, à nouveau, donc je vais au Togo, mais j'avais un mauvais réseau. Donc, franchement, donc j'ai passé, en fait, si vous voulez, des années à avoir une relation. En fait, on s'appelait je pense, une fois par trimestre. Ça va et toi. Enfin, et vraiment, et puis je pense que j'avais une indépendance exacerbée. C'est-à-dire, j'avais un tel besoin de réussir, et donc je vais y arriver seule, ça a changé depuis. J'ai découvert qu'on n'est pas obligé de faire seul. Donc voilà, donc je dirais ces cadeaux, c'est cet amour, c'est cette confiance, c'est aussi cette, comment je dirais, ça c'est toujours en lien avec la confiance, mais j'ai envie de dire l'envoi, de dire va parce que finalement je sais que voilà, l'univers, Dieu veille sur toi, donc va. C'est un peu comme ce titre de va, vie et devient. C'est vraiment ça. Je crois que c'est voilà, ma maman, elle est, et puis maintenant, alors bien sûr, c'est une grand-mère gaga. Vous voyez bien que Simon m'a donné de l'amour. Alors là, la petite fille, c'est, voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir une très belle relation avec ma maman qui est une personne, elle est extra. Elle est extra.
C'est tellement beau, on a besoin de plus d'histoires comme ça. Non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Et je pense qu'effectivement, il y a toute une génération de personnes qui n'a pas reçu cet amour maternel. Et donc, parenthèse Maya Angelou, j'adore cette femme aussi. Ah. Donc, le nom du podcast Tant que je serai noire vient d'un de ses livres qui a été traduit en français. Mais oui, j'ai fait le livre. Et du coup, on parle beaucoup d'amour. Et dans le livre, vous parlez aussi de votre amour pour Éric de Putter. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de comment vous avez réussi à faire à la fois le deuil et préparer l'arrivée de votre fille? Parce que ça, c'est un sujet qu'on aborde peu. Et moi, j'ai trouvé, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Elle a réussi. Enfin, je sais, vous n'aviez pas le choix, mais vous avez réussi à faire les choses, parce qu'il y avait plein de choses à gérer en même temps, préparer l'arrivée de votre fille, et à la fin, enfin, j'adore le côté, on recherche l'appartement, je trouve l'appartement, j'arrive avec ma... Enfin, comment vous avez fait? Ah, oh là là. Donc, je pense que c'est une période de ma vie où je n'arrivais même pas à savoir qui je suis. C'est-à-dire que, ne serait-ce que mon identité. Est-ce que j'étais la fille d'eux? Est-ce que j'étais la veuve d'eux? Oui. Est-ce que j'étais la future maman d'eux? Oui. Je savais même plus comment on m'appelle. Est-ce qu'on m'appelait par mon nom de jeune fille? Oui. Est-ce qu'on m'appelait par le nom d'Éric? Oui. Donc c'est vraiment une période cataclysmique. Et je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas seulement en fait sous terre, je pense que je sais pas quelles sont les profondeurs. Je sais pas si ce sont les profondeurs du sol ou si les profondeurs de la mer sont encore plus profondes que les profondeurs du sol. Mais en tout cas, j'étais même pas sur la surface. Parce que parfois on va dire on est à terre. Non, on est à terre, mais non, j'étais en bas. Et je pense il y avait quelque chose de l'ordre de la compréhension, je dirais, qu'il y a chaque espace, c'était comme de la cohabitation. Oui. C'est ça. Il y avait comme les colocataires à l'intérieur de moi. Oui. Donc, il y avait des conversations très intenses à l'intérieur. Et de dire, il y a des choses administratives. Alors, de tout temps, les choses administratives, j'aime bien cette expression qui a été créée, que je ne vais pas reprendre, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes proches qui m'ont vraiment accompagnée dans mes démarches administratives parce que c'était absolument le cadet de mes soucis et pourtant il fallait bien les faire. Et donc j'ai une cousine, Marie-Françoise, qui m'a vraiment accompagnée dans les démarches, ma maman aussi. Donc ça, j'ai eu ce soutien, j'ai envie de dire administratif. Ensuite, d'un point de vue thérapeutique, je me rappelle de ma première séance avec ma psychiatre. Avant ça, j'avais déjà eu des séances avec des psychologues, mais avec la psychiatre. Elle a dit cette phrase. Et en fait, je pense que c'est cette première consultation qui m'a rappelé que j'étais un sujet à part entière, que j'avais de la valeur en tant que sujet à part entière. Elle m'a dit, alors, Madame de Putter, on va déjà clarifier les choses. Je suis là pour vous. Je ne suis pas là pour votre bébé. Et c'était la première personne, et peut-être que la seule personne qui avait ce discours et qui m'a tenu ce discours. Parce que pendant toute cette phase, donc Éric a été assassiné en juillet, donc entre juillet et la naissance, il y avait chez tout le monde, chez toutes les personnes qui me regardaient, toutes les interactions que je pouvais avoir étaient tournées vers elle est enceinte. Est-ce qu'elle va réussir à garder ce bébé?
Et en fait, je le lisais, je l'entendais, même si c'était pas dit. Oui. C'était une espèce de, et donc, et je pense que effectivement, j'ai dû le dire que d'une certaine façon dans le livre, j'ai l'impression de n'exister que parce que je portais le bébé d'Effective Peter. Et je pense que ça aussi, ça a été un moment fondamental pour moi dans mon parcours de soins. Dans mon parcours de soins, donc je dirais, donc j'ai parlé de mes proches qui m'ont accompagnée pour les démarches administratives. Je vais parler du corps médical. Donc évidemment l'accompagnement, j'ai envie de dire, de la grossesse, qui était suivie, qui était très suivie pour le coup, très très suivie. Puis il y avait cet accompagnement thérapeutique qui était indispensable. En fait, j'avais des pensées suicidaires, j'avais du post-trauma, j'entendais un son, il y avait des sons spécifiques qui pouvaient, on ne cognait pas à la porte chez moi parce que ça me déclenchait, donc je vivais avec une espèce de douleur physique, qui devenait, psychologique, mais qui devenait physique, il y avait vraiment un ancrage dans mon corps, et cet espace qui était tellement important, pourtant était quand même au début pas très simple pour mes proches. C'était donc la thérapie, ça rassurait pas trop certains de mes proches qui disaient oui, mais t'as pas besoin de ça, mais si tu veux parler, nous sommes là. J'ai dû leur dire que mais en fait, la thérapie pour moi ce n'est pas une option. C'est soit je vais faire mes consultations, soit je ne suis plus là. Et donc j'ai eu et j'emploie maintenant. Après, j'avais eu une conversation avec Maboula Soumaoro, mais on pourra en parler plus tard ou dans un autre contexte, qui m'a fait prendre conscience que c'était quand même, ça restait un privilège d'avoir accès aux soins en santé mentale en France pour les afrodescendants. Et on en avait parlé notamment quand je lançais Blue Mind Foundation. Et donc voilà, donc j'ai parlé de cet accompagnement. Donc j'étais suivie à la fois par un psychologue et par une psychiatre toutes les semaines. Ah oui. C'est lourd comme. Non, c'était pas. Ah non. Pas lourd. Ah oui non. Pour moi, si je pense que si je vais tous les jours, je serais allée tous les jours. C'est pour dire que c'était à la fois c'était complémentaire. Il y avait des techniques complémentaires et j'en avais besoin. Donc ça c'était un accompagnement aussi. Ensuite, je pense que ce dont on ne parle pas, c'était la foi. C'était la foi, même si à ce moment-là j'avais l'impression que vraiment Dieu, l'univers, je ne priais pas, c'était pas possible, mais il y avait quand même quelque chose qui restait de l'ordre du en fait je suis encore là, donc si tu es encore là, c'est qu'il y a une raison et que tout reste possible, y compris le meilleur. Alors, et bien sûr, il y avait la responsabilité. Se dire, cet enfant n'a pas choisi d'être là. Et je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir être là pour lui ou pour elle. Parce que j'avais pas fait... j'avais pas voulu savoir au départ quel était le sexe de l'enfant. Et donc, voilà, cette responsabilité... qui je pense m'a quand même porté les premiers mois de l'enfant n'a pas choisi d'être là et donc tu fais de ton mieux et surtout j'étais consciente du fait que c'est un enfant donc c'est ma responsabilité, ce n'est pas l'enfant qui est là pour me sauver, attention, donc ça j'étais claire dessus dès le départ. Waouh, j'avais pas toutes ces données-là, donc je suis en train de digérer. Non, mais c'est vrai. Et puis après, avec le recul aussi, vous arrivez, je trouve, à bien formuler les différents soutiens que vous avez eus, ce que ça vous a apporté. Et puis moi, du coup, il y a une question, quand j'ai fermé le livre, c'était « Mais qu'est-ce qui s'est passé après ?» Je vais écrire un autre livre. C'est pas la suite. C'est un autre. Okay, non, c'est une façon de dire, il faudrait écrire plusieurs livres. Exactement, il y a eu tellement de choses. Mais du coup, quelle est votre relation aujourd'hui avec votre fille? Alors.
Faudrait lui poser la question. Vous pensez bien que je ne vais pas dire autre chose que du bien? Non. Alors, quelque chose de très important, c'est que à côté de ce sentiment qui est souvent décrit, et ça c'était un sentiment qui parfois même je me dis est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais ressentir ça un jour ou pas, de cet amour qui en fait c'est comme si alors j'ai été profondément aimée par Éric de Putter. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a aimée à cette époque-là plus que je ne m'aimais moi-même. J'ai profondément aimé Éric de Putter, mes parents et tout ça, mais là c'était autre chose. Mais à côté de ça, je pense que soit de façon équivalente à cet amour, ça a été instantané parce que j'ai fait une prééclampsie. J'ai fait une prééclampsie, donc j'étais en train de mourir en fait. J'avais une tension ma tension a été montée jusqu'à 22. Donc on a déclenché l'accouchement. Enfin donc je raconte ça vraiment dans le livre, mais faut savoir que vraiment c'était presque, enfin c'est-à-dire que là pendant qu'on m'amène au bloc, je sais que les médecins ils sont hyper stressés parce qu'ils se disent il y a déjà eu une tragédie, donc ils se disent est-ce qu'on va perdre l'enfant, est-ce qu'on va perdre la mère, est-ce qu'on va perdre les deux. Enfin c'était pas à gagner que je sois là ou que l'enfant soit et donc de façon équivalente à l'amour que j'ai ressenti instantanément pour Rachel, c'est le respect. J'ai un profond respect pour Rachel de Putter. Je trouve que quand on sait d'où je viens émotionnellement, après ce que j'ai vécu et donc ce que nous avons vécu, parce que même si elle était à l'intérieur, je veux dire, il y a des scènes, il y a des situations où je me roulais au sol de douleur, de peine, et en fait, et je me dis mais elle est là quoi. Elle est là et je me rappelle quand on allait au blog, je lui disais on va y arriver. Enfin, je lui ai toujours beaucoup parlé aussi, toujours mis des mots et je lui dis on va s'en sortir, tu vas voir, on va y arriver, etc. Et donc j'ai un respect immense pour cette personne et il se trouve que c'est non seulement quelqu'un que j'aime profondément, bien sûr, c'est ma fille. Je parle de ce respect, mais je pense qu'en tant qu'être humain, c'est la personne avec laquelle j'aime passer du temps avec elle. C'est-à-dire que comment je vais dire ça, je l'apprécie en tant que personne. Et je la trouve drôle, je la trouve smart, je la trouve et puis elle est espiègle comme ça, elle a un grand cœur, elle est généreuse, en plus surtout, mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Mais vraiment, elle me fait rire, et puis j'aime danser avec elle. Enfin, je suis reconnaissante de la qualité de notre relation, et voilà, je prie pour que ça continue, ça continue ainsi. C'est beau. Après, il faudrait lui poser la question. Oui, il faudrait qu'on compare. Parallèle. Mais en tout cas, de ce que j'entends, oui, ça a l'air d'être une très belle personne. Elle est géniale. Et qui est arrivée peut-être aussi au bon moment. Enfin, il y a aussi cette question d'alignement parfois. Voilà, la puissance divine. C'est, vous savez, il y a souvent d'ailleurs, il y avait des personnes qui m'ont dit, ah non, mais on aurait pensé que si c'était une fille, tu allais l'appeler Erika. Ah ben pourquoi? Ah non, c'est une personne à part, qui a une histoire à part, et qui n'a absolument rien. Et ça, c'est aussi, ça a été toujours un point d'attention pour moi, pas en négatif, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà, et une façon de voir notre rôle de parent que je partage avec Eric, c'était de se dire, en fait, un enfant, c'est une personne. Notre responsabilité, c'est de l'accompagner sur les chemins de sa vie. Ce n'est pas d'essayer de projeter sur lui ou sur elle nos envies, nos rêves, ou de lui faire porter une espèce de charge qui n'est pas possible. Exactement. Et donc, ça, c'est aussi un cadeau de ma part pour elle. C'est, voilà, je l'élève sans
en dehors de ce prisme-là. Voilà, en dehors de ce prisme. Et là, j'ai une question qui me traverse, que je pose à toutes les mamans que je reçois. C'est, à quel moment votre désir d'enfant apparaît, naît? À quel moment vous vous dites vraiment, j'ai envie de devenir maman? Alors, ça c'est... avant de porter Rachel, donc on a perdu un bébé. Et c'était une espèce de tragédie absolue pour notre jeune couple. Et donc c'est vraiment important de déjà se dire que voilà, c'est un peu comme il y a cette phrase que Beyoncé utilise souvent quand elle veut parler de sa fille aînée. Elle dit ma première fille née, enfin si on traduit en français. Et je pense que c'est très important. C'est très important de signaler qu'il y a eu une autre grossesse, il y a eu un autre enfant avant. Et donc avant cet enfant, c'était pas un désir de grossesse. Il faut savoir que, et ça aussi c'est quelque chose que je n'ai jamais dit, donc il y aura beaucoup de choses nouvelles ici. Ça a été simplement d'abord un arrêt en fait de la pilule, et d'ailleurs pour des questions aussi de santé. Donc j'avais pris la pilule en continu pendant trop longtemps, et donc j'avais eu des soucis de santé. Donc après c'était aussi j'étais de la flemme, charge mentale charge mentale de gérer ça. Et donc il y avait eu cette conversation qu'on avait eue avec Eric sur justement qu'est-ce qui se passe, ou comment on vivrait le fait que potentiellement qu'on puisse peut-être ne pas devenir parent. Et c'est une question, voilà, ça a été vraiment une conversation en plusieurs jours. Super intéressant. Et lui, il était tellement clair là-dessus. C'était un couple qui s'aime sans enfant, c'est d'abord un couple qui s'aime. Donc, ça ne changeait strictement rien pour lui. Je dois reconnaître que avec toute la charge sociale et puis l'origine culturelle, enfin pour moi c'était, et j'avais vu comment on maltraitait les femmes qui se retrouvaient pour une raison ou pour une autre dans une situation de non-parentalité. Et parfois c'était même pas elles qui ne pouvaient pas, parfois c'était leur mari. Exactement. Mais c'était quand même elle qui portait ça, enfin bon, à des situations absolument horribles. Et j'avoue que ces échanges avec Eric avaient réussi à m'apaiser, j'ai envie de dire, bon, c'est possible, c'est pas possible. Après, étant enfant unique, il y avait aussi cette question de maman, voilà, tu vois. Dieu en a décidé, hein, si c'est la volonté de Dieu. Mais voilà, donc voilà, la question n'était pas tellement en mode ok, là maintenant nous avons décidé. Non, c'était franchement on vivait notre vie. On vivait notre vie. C'est super beau. Donc on arrive à la fin. Déjà. Oui, ça passe tellement vite. On pourrait rester longtemps sur ce canapé. C'est cosy, c'est chaleureux, et puis surtout l'accueil est bienveillant, et c'est important. Merci Marie-Alix. La dernière question est un peu difficile pour certaines personnes. C'est de compléter cette phrase. Tant que je serai noire, 3 petits points. Tant que je serai noire, je suis.